Et aujourd'hui, vous allez rencontrer Carbone, donc, qui est la scénariste d'une des 3 BD que vous avez lues, Les Indiques Anonymes, mais qui est aussi scénariste et auteur de 3 autres BD. Il y a des jeunes fans qui ont déjà leur BD. J'ai vu qu'il y avait la boîte à bulles, et des choses comme ça, dans la boîte à musique, pardon. La musique. Oui, bah, musique et bulles. Et donc je vais confier Carbone à vos bons soins et à vos bonnes questions. Et puis nous avons la presse qui est là, écrivain publicateur, des journalistes. C'est un vrai événement, je ne vous avais pas menti. Voilà. Bon, tu vas faire une c'est pour moi. Voilà, c'est pour toi. Alors, je m'installe. Bonjour les 6e E. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui. Ça va, ça a été le parcours du combattant pour venir. Je peux vous dire qu'il fallait que j'avais vraiment envie de venir parce que je viens de très loin, plus les grèves et tout. Mais je suis là. Alors, je vous ai amené quelques petites choses. Alors, du coup, vous savez un peu qui je suis? Oui. Et vous aviez des questions ou pas? Oui. Bon, alors on va commencer par quoi? Je voulais peut-être que je me présente un petit peu. Oui. Bon, alors je m'appelle Carbone, est-ce que vous pensez que c'est mon vrai nom? Non. C'est pas mon nom? Non. Ah, je sais pas. Ah, alors je m'appelle comment en vrai? Alors ça va être c'est mon prénom. Et je m'appelle Bénédicte Carboneuil. Alors C-A-R-B-O-N-E-I-2-N. Alors, je signe Carbone pour tout ce qui est bande dessinée. Ça vous dérange si je me mets devant? Donc je m'appelle Bénédicte Carboneuil. J'ai en fait écrit beaucoup pour la jeunesse avant d'arriver à la bande dessinée. Et puis un jour j'ai dit si jamais je dois prendre comment ça se dit quand on signe, un auteur signe pas de son nom? Une dédicace. Alors c'est pas une dédicace, Un autographe. c'est un peu comme un nom d'emprunt. Un pseudo, c'est ça. Et j'ai dit, je prendrai un pseudo et ce sera Carbone. Alors Carbone parce que je m'appelle Carboneuil, donc j'ai pas été le chercher très loin. En fait, j'ai juste enlevé le i et les 2 l. Parce que ça m'est arrivé sur 2-3 livres à moi que j'ai reçus et en fait mon nom avait été mal écrit donc sur la couverture du livre. Alors donc c'était pas celui-là, hop, on s'en moque. Là c'était voilà. Donc, je sais pas si vous l'avez vu celui-là. Non, c'est dans les yeux de l'IA. Oui. Et donc tout ce qui est BD, je signe Carbone, mais pour mes livres jeunesse, donc je signais Bénédicte Carboneuil, E-I-2-L. Ça s'écrit comme ça. Et ça m'est arrivé qu'il y ait un E, par exemple, à la fin de mon nom. Alors, c'est pas grave, hein, on va pas demander de faire détruire tous les livres. Mais bon, c'est un petit peu dommage quand on a son nom qui est mal écrit. Donc, j'avais dit, si un jour je dois prendre un pseudo, ce sera Carbone. A priori, tout le monde sait écrire Carbone. En plus, c'est un petit peu mystérieux. Si on cherche pas, on sait pas si c'est un garçon, on sait pas si c'est une fille. Donc, le jour où j'ai en effet commencé la bande dessinée, tout de suite j'ai signé avec ce pseudo-là. Est-ce que vous pensez que j'avais un vrai métier? Oui. Vous étiez professeur? J'étais institutrice, professeur des écoles, comme ça qu'on dit, ça fait bien. J'étais institutrice donc en maternelle, donc j'avais des 0-6 ans jusqu'à il y a 2 ans. Et maintenant, j'ai complètement arrêté l'éducation nationale. Je ne fais plus que de la bande dessinée. Donc, c'est ce que je vous disais. J'ai beaucoup écrit en fait pour les petits. Donc, pour les petits, parce que c'était le public que je connaissais le mieux. Forcément, je les avais en classe. Voilà, j'en ai juste récupéré un. C'est dis-moi une histoire. Où en effet, voilà, je signais vraiment sous mon nom, Bénédicte Carboneuil. Donc j'ai à peu près une centaine de parutions en tant qu'auteur jeunesse. J'ai écrit pour les bébés jusqu'aux adolescents.
Donc j'ai beaucoup écrit pour les 3-6 ans, public que je connaissais le mieux. Et puis finalement, j'ai aussi un petit peu grandi avec mon public et puis mes enfants à moi, qui maintenant sont grands. Et donc j'ai commencé à écrire des choses pour les, voilà, pour les cycles 2 et puis pour les cycles 3. J'ai commencé à faire des petits romans et des romans. Alors c'est un peu mon truc de prédilection. J'aime bien les enquêtes policières, j'aime bien les polars, les thrillers. Donc j'ai écrit des choses voilà, pour les plus grands. Et puis je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup écrire. J'aime bien écrire des grandes histoires, mais passer 6 mois sur un roman, devoir tout décrire, décrire comment sont les personnages, comment ils sont habillés, dans quel décor ils sont, dans quelle humeur ils sont, etc. Et ben c'est pas ce qui m'amusait le plus. Moi j'aime bien les choses qui vont relativement vite. Et donc c'est pas ce qui m'emballait le plus de voir passer beaucoup de temps sur un roman, surtout quand on écrit comme ça. Et ben en fait on écrit pour se faire plaisir, on écrit pour s'amuser. On ne sait pas du tout si ce sera publié. Donc on ne sait pas si un jour ça deviendra un vrai livre que vous pourrez vraiment lire. Donc au départ c'est vraiment juste dans notre tête. Et puis on écrit pour se faire plaisir, un peu comme si on était un peintre. Ou si vous aimez dessiner, vous prenez des crayons, vous faites un dessin et puis un jour vous allez peut-être faire un tableau, mais vous ne savez pas si vous allez finir votre tableau. Vous ne savez pas si un jour vous ferez une exposition, votre tableau sera exposé. Vous ne savez pas s'il sera vendu. On n'en sait rien. Et ben nous, en tant qu'auteur, c'est un peu la même chose. Donc il faut se faire plaisir. Et puis après, on voit où ça nous emmène. Et puis des fois, il se passe des trucs un petit peu magiques. On a fini ce qu'on appelle un manuscrit. Donc on a fini une histoire. On est content de son histoire, parce que si on n'en est pas content, ça va être compliqué. Et puis on va en faire quoi de cette histoire? On la garde dans notre ordinateur. Alors on va essayer de la vendre. Alors c'est pas tout à fait l'idée de la vendre pour le moment. C'est ce qu'on veut, c'est ça devient un livre. D'accord? Donc en effet, on va la faire lire, on va la faire lire à des gens qui seraient susceptibles de publier notre roman ou notre texte. Ça peut être une petite histoire ou ça peut être voilà, autour de la BD. Et ça, en fait, on va l'envoyer à des éditeurs. C'est eux qui vont finalement décider si notre histoire est bien ou pas et si on va en faire un livre. Alors que ce soit pour les petites histoires, les albums, que ce soit pour des romans ou que ce soit de la bande dessinée, finalement c'est exactement la même chose, sauf qu'on ne va pas travailler de la même manière. La différence, ça va être dans l'écriture. Alors l'écriture de l'histoire, ça se passe de la même manière, c'est-à-dire que quand on a une histoire à écrire, on écrit une histoire alors qu'elle soit commandée. Parce que par exemple, votre prof vous a demandé d'écrire sur quelque chose, vous savez sur quoi vous devez écrire. Moi, ça m'est arrivé que des éditeurs me disent « Tiens Bénédicte, il me faut une histoire de Noël ». Donc je vais écrire une histoire avec le Père Noël, ça va se passer sûrement le 24 décembre. Ou à contrario, ça peut être rigolo de faire que fait le Père Noël en plein mois d'août, où est-ce qu'il passe ses vacances. Mais j'ai une idée, je sais sur quoi je dois écrire. Mais souvent, en fait, on n'a pas de commande. En fait, on monte des projets et on voit où ça nous mène. Donc d'abord, on va réfléchir, c'est l'avantage, c'est que on peut faire plein de choses pendant qu'on réfléchit. Donc on peut faire son ménage, on peut se laver, on peut aller chercher les enfants à l'école, on peut faire les courses, on peut faire plein de choses. Et puis on continue en fait, quelque part dans notre tête, il y a notre histoire qui est en train de se dérouler, qui est en train de se construire. Alors moi, ce qui m'arrive souvent, c'est que je suis très admirative du travail que font les dessinateurs. Donc ça, je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous l'avez aussi
CDI. Donc ça c'est la boîte à musique. Et dans Les Yeux de Lilia, ça s'est passé exactement de la même manière pour les deux séries. Donc c'est un petit peu différent pour les Indiques Anonymes. Mais en fait, la boîte à musique est née d'un projet, en fait c'est né d'un dessin que le dessinateur, que je ne connaissais pas du tout. Alors c'est la magie des réseaux sociaux d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 20 ans, ça aurait été sûrement beaucoup plus compliqué. Mais en fait, maintenant, eh ben, on est sur les réseaux sociaux, on surfe d'une page à une autre, et puis à un moment, eh ben, on tombe sur des choses super chouettes. Et donc, moi, je tombe sur ce dessin-là, qui n'est pas tout à fait celui-là, mais c'est ce que, voilà, c'est à peu près ça. C'est donc une petite fille qui est en train de souffler des bougies d'anniversaire. Il y a un monsieur qui est en face d'elle. Et puis derrière, il y a un portrait, il y a un cadre, un portrait féminin. Et puis, ben, je sais pas comment ça se fait, je sais pas d'où ça vient. Je serais incapable de vous dire d'où viennent toutes mes histoires et d'où vient mon imagination. Je n'en sais rien, je sais juste que je suis j'ai plein d'imagination. Donc il y a des gens qui n'en ont pas. Et puis, il y en a d'autres qui en ont un petit peu trop. Je fais plutôt partie de ce genre de personnes. En voyant ce dessin-là, et ben, en fait, l'histoire de la boîte à musique a commencé à s'écrire. Donc, tout de suite, je me demande... donc, je décide que cette petite fille s'appelle Nola, qu'elle est avec son papa, qu'elle a 8 ans aujourd'hui et que en fait, elle fête son anniversaire avec son papa, que sa maman n'est pas là, parce qu'elle n'est pas sur le dessin. Donc là, pourquoi elle n'est pas là? Est-ce que la maman est malade? Est-ce qu'elle est à l'étranger? Est-ce qu'elle travaille ailleurs? Est-ce qu'ils sont séparés? Je me dis non, s'ils étaient séparés, a priori, il n'y aurait pas le portrait de la maman dans le salon. Non, c'est pas très cohérent. Donc finalement, je décide que la maman n'est plus là du tout. Et que donc c'est un anniversaire un petit peu triste. Et que le papa va quand même lui offrir un cadeau très spécial. Qui c'est qui a lu la boîte à musique là? C'est pas moi, c'est bien. Donc je vous l'explique vite fait, en gros voilà. Et ça en fait ce qu'il faut imaginer c'est que c'est quelque part dans ma tête et ça se passe vraiment tout de suite, mais genre en 10 minutes en fait j'ai la trame de la boîte à musique. Et donc il va lui offrir un cadeau très particulier, je décide qu'il va lui offrir une boîte à musique et que ça va s'avérer une boîte à musique magique, puisque en la mettant en route, Nola va donc déclencher la musique, elle fonctionne très très bien, mais très vite elle va avoir l'impression d'avoir vu quelque chose bouger à l'intérieur de la boîte à musique, donc elle va aller se mettre dans sa chambre et en effet dans la boîte à musique, en fait il y a quelqu'un et c'est quelqu'un qui l'appelle le secours. Donc Nola va devoir rentrer dans cette boîte à musique, elle va y faire la connaissance d'Andrea, et Andrea va l'entraîner dans un monde qui est caché dans la boîte à musique et qui s'appelle le monde de Pandora. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui se fait dans ma tête très très vite. Par contre, j'ai un film qui est très flou. C'est-à-dire, je vois mes personnages, puisque tout de suite, j'ai une image. Donc, je vois ma petite fille, je vois son papa, mais après, c'est flou dans ma tête. Mais c'est un petit film et je fais des arrêts sur image. Et puis voilà, j'ai décidé qu'elle rentrait dans Pandorian, et donc elle allait devoir aider cette petite fille et son frère. Et puis, des fois, j'ai pas la suite. C'est pas grave. Je laisse passer un petit peu de temps. Et puis, à un moment, sous la douche, hop, je vais être débloquée. Et là, je dis, oh, ça y est, je sais ce que fait Nola. Je sais ce que font mes personnages. Et donc, tout ça, mon film que j'ai dans la tête, en fait, je vais à un moment, je vais quand même me mettre devant mon ordinateur. Et je vais commencer à écrire mon histoire. Donc je vais faire ce qu'on appelle le synopsis. C'est le résumé de mon histoire. Mais c'est pas très long. C'est pas très long et puis j'ai le droit de m'arrêter, j'ai le droit de revenir en arrière, de dire ben non finalement là ils font pas ça. Parce qu'en fait c'est nul. C'est nul, ils vont faire autre chose. Et puis là en fait zut, pour arriver à ça il faut qu'elle ait trouvé tel objet. Il faut que je revienne. Donc,
tiens, où est-ce qu'elle va le trouver, ce fameux objet? Oh, il faut qu'elle aille aussi là, et qu'elle trouve cet objet pour qu'après je puisse continuer mon histoire. Et ça, c'est d'autant plus valable pour les enquêtes policières. Où là, voilà, je sais comment ça doit se finir, mais comment il va y arriver? Faut pas que ce soit trop facile, faut pas que... Donc, j'ai le droit, puisque pour le moment, il n'y a rien de fait, c'est pas du tout publié, donc pour le moment, je mène mon histoire comme j'ai envie. Donc, je vais faire ce qu'on appelle le synopsis, donc qui est le résumé de mon histoire. Puis à un moment, il faut que j'arrête mon histoire quand même. Que je vais vous montrer. Ça va être un peu petit, mais je vais vous montrer. On a mis le projecteur, mais il est là-bas. Ah, ben si on peut le mettre. Si c'est compliqué, sinon je le remonte comme ça. Hein. On va pas brancher cet ordinateur là-bas. Ça, il va être trop compliqué. Ouais, c'est pas de souci. Et donc, en fait, une fois que j'ai un résumé de l'histoire, hop, j'en ai un. Donc là, je vais vous montrer que c'est un projet. Alors ça, c'est un projet qui a priori va se faire, mais c'est un peu comme ça que je le présente. Donc ça, c'est une fois que c'est validé, hop, c'est fait. Donc mon résumé, voilà, là ça fait 4 pages, hein. Donc c'est vraiment assez court. Et en fait, je vais tout de suite passer après au découpage. Donc j'ai pas besoin de tout écrire dans mon synopsis, j'ai pas besoin de faire des grandes phrases, de faire des longues descriptions. Je m'en moque. Je sais juste les grandes étapes de ce qui va se passer. C'est juste pour moi. Et donc après, je fais le découpage qui en fait ressemble à un storyboard. C'est-à-dire que je ne vais pas tout décrire sur chaque page, mais je vais déjà imaginer comment mes planches vont être découpées. D'accord? Donc j'attribue un code couleur par personnage. Donc comme ça, on sait exactement qui parle. Et puis, alors ça se fait sur un logiciel qui s'appelle LibreOffice. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que vous êtes tous capables de faire. C'est ce qu'on utilise au collège. Voilà, donc ça veut dire que vous pouvez potentiellement tous écrire des BD. Non mais, c'est ça que, voilà, moi je dessine pas du tout. Et pourtant, je suis scénariste de BD, c'est mon métier, et donc, voilà, j'ai vraiment pour vous montrer, il ne faut pas un logiciel compliqué, autant quand le dessinateur, voilà, il va falloir qu'il travaille sur Photoshop, il va être obligé d'investir dans du matériel, avoir voilà, une palette graphique, etc. Autant pour faire un scénario de bande dessinée, il n'y a pas besoin forcément de matériel, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Vous vous souvenez de ma petite histoire que j'avais dans la tête et je vous ai dit c'est un film où je fais des arrêts sur image. Et bien c'est vraiment ça en fait que je vais faire. C'est-à-dire que là je sais, alors maintenant j'ai l'habitude puisque j'ai quand même plusieurs BD qui sont sortis. Et donc je sais en combien de planches ma BD va devoir être découpée. Donc ça c'est très codifié. Ça va être 48, c'est par un cahier de 8 pages. Donc 48, 56, 64. Alors on en enlève toujours 2, puisqu'il y a toujours la page titre qu'on enlève et la page qui est derrière. Donc en fait, moi mon histoire va être découpée donc en 46 pages, en 52 pages, en 62, etc. C'est-à-dire qu'il faut que je pense bien à ce que je vais faire. J'ai pas le droit à une page en plus. Si mon histoire elle fait 63 pages, ça veut dire que je vais avoir 7 pages blanches. Et avoir 7 pages blanches, c'est nul. Ça sert à rien. Donc il va vraiment falloir que moi je réfléchisse. Donc il y a peut-être des passages où par exemple je vais me dire ah mais tiens là faudrait peut-être que je creuse un peu. Ou là je pourrais rajouter un rebondissement. Parce que je vais être embêtée et je vais avoir 4 pages en plus. 4 pages en plus, autant les utiliser. Donc voilà. Mais ça, c'est un côté un petit peu technique qui vient après. Donc je fais ma répartition, je sais ce que je vais mettre en gros sur chaque double page. Et je vais donc faire des cases.
qui sont bleus, mais ça en fait on s'en moque. Et donc il n'y a vraiment aucun dessin. Mais par contre, je vais indiquer ce qui est super important. Donc là par exemple, c'est Tim, donc, qui est le frère de Sam. Tim prend le courrier dans la boîte aux lettres, entre dans la maison, vue extérieure, pavillon avec petit jardin sur le derrière. La cuisine donne sur le devant, directement ou presque sur la rue avec trottoir. Pas trop grosse rue avec des arbres et un arrêt de bus pas loin. Ouais, c'est vraiment sommaire ce que je mets. Hein. D'accord ? Et par contre, lui, il est en train de dire, qu'est-ce qu'il y a encore ? Deuxième case, Tim regarde les courriers. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? J'espère de bonnes nouvelles. Donc moi, ce qui est super important pour une BD, c'est toute la trame de l'histoire et les dialogues. D'accord? Donc après, ça ressemble à ça, une double page. Et ce qui va être super important, c'est ce qu'il va y avoir ici, pour que vous ayez envie de tourner la page. D'accord? Donc voilà, ça c'est ma manière à moi de travailler. Donc au départ, je ne vais pas tout découper, parce que c'est ça qui me demande le plus de temps. Sachant que je travaille quand même assez vite. Dans mes bons jours, j'arrive à découper 10 planches. Donc je peux aller assez vite. Moi, un scénario, en gros, je compte 3 semaines, un mois. Mais ça peut aller des fois un peu plus vite, parce que si l'histoire elle est très claire dans ma tête, le synopsis il est écrit en 2-3 jours, et voilà, en 5-6 jours, je peux avoir fini un scénario de bande dessinée. Mais ça peut aller beaucoup plus mettre plus de temps. Et moi je vous ai dit, et le problème c'est que je ne dessine pas. Et sur la BD, qu'est-ce que vous voyez d'abord? Ah, les dessins. C'est un peu gênant une BD sans dessin. Donc ça peut se faire, hein, mais bon, c'est pas terrible. A priori, vous n'avez pas trop envie de dire ça. Donc comment ça va se passer après? Comment je vais faire? Vous avez demandé à un dessinateur de vous aider? Alors, ce qui se passe souvent, parce que vraiment c'est souvent ce qui m'arrive, c'est ce que j'appelle des coups de cœur visuels, où en effet le projet démarre, mais vraiment à partir d'un dessin d'un dessinateur. Donc pour l'IA, c'est aussi la même chose. Dans les yeux de l'IA, c'est la même chose. Hop. Donc là, le tome 2 qui n'est pas sorti encore, qui sort que la semaine prochaine. C'est vraiment, ça s'est vraiment passé comme pour la boîte à musique. C'est qu'en fait, un jour, Justine a mis tome 1 et tome 2. Et le tome 3 est annoncé derrière le tome 2, il sort en septembre 2020. Et donc là, l'IA, c'est ce qu'on appelle un triptyque, c'est-à-dire que c'est une histoire en 3 tomes. D'accord ? Il y aura sûrement un deuxième cycle, mais voilà, l'histoire se finit en 3 tomes. Et donc Justine avait posté, pareil, la photo d'une petite rouquine qui était de profil. Vous voyez, voilà, juste de buste. Et en fait, je regarde vite fait le dessin, et en fait, je reviens dessus parce que j'étais persuadée de l'avoir vu dans un fauteuil roulant. Alors qu'en fait, sur le dessin de Justine, la fille n'est pas du tout dans un fauteuil roulant, mais en fait, moi dans ma tête, j'étais persuadée de l'avoir vue voilà, dans un fauteuil. Et puis ça m'a tout de suite en fait inspiré une histoire. Je me dis et si elle était en fauteuil, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi est-ce qu'elle est dans un fauteuil roulant? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle est malade? Puis là je décide non, en fait elle n'est pas malade, elle s'est fait renverser et le chauffard en fait il s'est arrêté, mais il ne lui a pas porté secours. Et alors que s'il avait appelé les secours et qu'il l'avait aidé, elle ne serait peut-être pas dans un fauteuil. Et donc, voilà. Mon histoire dans ma tête est partie. Alors, des histoires comme ça, j'en ai plein. Ça n'aboutit pas toujours en BD, hein, ça ne vient pas forcément des BD. Mais bon, ça arrive. Donc voilà, ça c'est la première chose dans ces cas-là. Comme l'histoire est écrite à partir d'un dessin d'un dessinateur,
forcément, je vais lui proposer à lui. Si c'est un dessin à toi, je vais pas aller demander à la collègue de dessiner alors que c'est toi qui m'as inspiré une histoire. Donc je contacte les dessinateurs et puis j'y vais un petit peu au culot, hein, parce que quand je commence avec la boîte à musique, en fait personne ne connaît Carbone. Carbone n'existe pas, en fait, je n'ai rien fait, donc j'ai signé des choses dans les Carbonneilles, mais en BD, je suis une illustre inconnue, et donc je contacte, donc ça c'est d'abord, c'est le premier, je contacte un certain JG, donc qui a fait ce dessin qui m'a inspiré à boîte à musique, et puis je lui dis, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup ton univers, j'ai adoré ce dessin-là, donc celui-là, j'ai adoré ton dessin. Est-ce que tu voudrais qu'on fasse un projet BD ensemble? Alors, c'est sur un message privé en MP. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on voit en MP si celui à qui on l'a envoyé l'a lu. Elle a vu, parce qu'avant, quand on envoie des mails, on peut dire voilà, c'est tombé dans les spams ou il me répond pas. Je sais même pas si mon mail est arrivé. Et là, on voit si ça a été vu. Et puis, JG me répond assez rapidement, donc je me dis, ah, déjà, il ou elle est plutôt poli, puisqu'il m'a répondu. Et donc, il me remercie pour les compliments que je lui fais. Il faut dire, j'avais un petit peu tartiné quand même. Et donc, j'apprends qu'en fait, JG, c'est un certain Jérôme Gillet, donc qui lui aussi a pris un pseudo. Il me dit, bah, c'est gentil, mais en fait, non, je ne veux pas travailler avec toi. Bon, dommage. Si tu savais qu'on avait gagné un prix à Angoulême, tu m'aurais sûrement dit oui tout de suite. Donc, moi, je suis quand même persévérante. C'est-à-dire que les élèves de ça, Angoulême, c'est quand même le plus gros festival de bande dessinée en France. C'est ça. Donc, en fait, JG, pour sa première bande dessinée, on a eu le prix des écoles à Angoulême. Ah ben c'est simple, quand on l'a eu, on a l'impression d'avoir eu un César et un Oscar en même temps. Voilà. Donc c'était juste un truc incroyable. Mais pour le moment, il ne sait pas, puisque c'est juste une idée qui est dans ma tête. Et donc je lui dis, ben, écoute, moi, j'ai une idée. Je vais l'écrire. Donc je vais faire mon fameux synopsis. Je vais l'écrire au propre, mon idée, mon histoire, et puis je vais te l'envoyer. Si ça ne te plaît pas, ça ne te plaît pas. À ce moment-là, je demanderai à quelqu'un d'autre s'il veut dessiner et travailler avec moi. Et puis si ça te plaît, ben, on a les autres. Donc le lendemain, je lui envoie mon synopsis. Et il me doutait qu'il a fini par dire oui, parce que sinon les femmes n'auraient pas abouti. Donc en effet, il aime bien mon histoire de petite fille qui va rentrer dans une boîte à musique magique, qui découvrir un monde parallèle, voilà, caché dans cette boîte à musique. Et donc il me dit, bah, si t'es pas pressé, je vais donc réfléchir et faire ce qu'on appelle donc des recherches de personnages. Là, je sais pas si je l'ai. Je sais pas si j'ai les recherches, pardon, moi c'est celle de ce projet-là. Donc après ça marche à chaque fois pareil. Hein. Voilà. Donc en fait, là, il va, moi je lui ai fait une petite présentation rapide des personnages, donc l'âge, comment je les envisage. Donc je vais lui dire si elle est blonde, mais si c'est super important, si je veux juste que ce soit une petite fille qui a 8 ans, que je me moque de ses caractéristiques physiques, je vais lui dire, voilà, c'est juste une petite fille de 8 ans, tu fais comme tu la vois, comme tu veux. Ça, après je m'en moque. Si c'est pas important pour mon histoire, il peut se faire plaisir. Et d'ailleurs, il faut qu'il se fasse plaisir parce que les personnages, il va les dessiner beaucoup de fois. Surtout si c'est une série, il va les dessiner pendant longtemps. Donc il vaut mieux qu'il aime ses personnages. Qu'il soit content de les dessiner, sinon ça va être compliqué pour lui. Donc ça, par exemple, là, c'est Sam. Donc c'est un autre dessinateur. Donc là, c'est pareil, c'est le grand frère de Sam, il s'appelle Tim. Donc il fait voilà, recherche de personnages. Donc c'est une histoire de... Donc là, il m'a dessiné les deux premiers fantômes qui doivent être dans la première histoire. Donc ça, c'est un projet qui s'appelle Les Sauveurs d'Esprit. Et puis après, il va découper, il va faire ce qu'on appelle les crayonnés. Alors ça, je peux pas
Alors ça, c'est ce qu'on appelle un work in progress. C'est quelque chose qui a été édité par donc là la maison d'édition, c'est les éditions Dupuis. Et donc ça, c'est pas la vraie BD telle qu'elle existe à la fin. Ça a été imprimé en 3500 exemplaires et c'était pour les bibliothécaires, les libraires, etc. pour leur montrer ce qui allait arriver. Voilà, qu'il y avait une BD, une nouvelle série qui allait arriver bientôt en librairie. Et donc pour leur donner envie de l'acheter et de la mettre en avant. Et donc il y a toute la première partie qui est en couleur. Et après, en fait, c'est là que c'est super intéressant. C'est qu'en fait, l'autre moitié de la BD, elle est en noir et blanc. Et donc en fait, c'est les crayonnés de JG. Donc, en général, ils fonctionnent tous comme ça. C'est-à-dire que de mon découpage, ils vont ensuite faire les crayonnés, ils vont faire tout le storyboard en noir et blanc. Ils ne vont pas faire d'abord la planche 1 et la finaliser, ils vont faire toute la BD, ce qui va leur permettre de se familiariser et d'apprendre à dessiner les personnages. D'accord ? Donc il va tout faire comme ça. Alors après, il y a des dessinateurs qui font des BD et des crayonnés plus ou moins aboutis. James, quand il fait des crayonnés, en fait, j'ai fini par lui dire, ne m'envoie plus tes crayonnés parce qu'en fait, je les comprends pas. Ils sont tellement illisibles, ils sont tellement, en fait, lui, il comprend ce qu'il veut faire. Et en fait, il a fait un peu des bonhommes patates et des bonhommes crayons. Sauf que moi, ça me parle pas assez, je vois pas exactement ce que font les personnages. Donc je lui dis, arrête, en fait, voilà. Autant là, je comprends, en fait, les dessins, les crayonnés de JG sont super aboutis. Autant ceux de James, c'est un petit peu plus énigmatique. Mais ça se finit bien. Mais James avait commencé, en fait, à faire ça, c'est-à-dire à faire les crayonnés de la première planche, à faire l'ancrage, et en fait, tout au long de la BD, le personnage, donc Lilia, notamment, avait un petit peu forci, alors que l'histoire se passe très rapidement. Ça se passe sur combien de temps, les indices anonymes? Oui, c'est super rapide, d'accord. Et donc, en fait, la copine de Tom, elle avait pris quelques kilos au passage. Alors, ce qu'il faut que vous vous rendiez compte, c'est qu'autant moi, je vais mettre, par exemple, 3 semaines, un mois pour faire mon scénario, James, lui, met 6 mois pour faire toute la BD et il ne fait pas la mise en couleur. Jérôme et Justine mettent entre 8 et 10 mois pour faire la BD. Donc, entre la planche 1 et la planche 54 ou la planche 62, il s'est passé plusieurs semaines. D'où l'importance de faire en effet tout le storyboard et pour pouvoir en effet réajuster, que ce soit pas au dernier moment, on se dit, mais quand on relit tout, et qu'on se dise, mais en fait, attends, Lilia, elle était comme ça, et là, elle est quand même plus forte, donc c'est pas cohérent, c'est pas crédible, d'accord ? Voilà. Donc une fois que le storyboard est validé, et ben, il va falloir passer à la couleur. C'est quand même vachement plus joli comme ça que ça. Donc même si c'est très sympa et que là, en effet, on peut lire la BD quand même comme ça, qu'il y a des BD qui sont en noir et blanc, les mangas, la plupart, ils sont en noir et blanc. Donc c'est pas, voilà, c'est pas un souci, mais c'est juste que là, on est sur du crayonné poussé et que voilà, c'est pas ce qu'on cherchait. Donc là, pour Justine et pour JG, c'est eux qui font la mise en couleur, c'est-à-dire qu'ils ne font pas l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est quand on cerne tous les personnages, qu'on cerne tous les, qu'on met un trait autour de tous les objets, etc. Eux, ils passent directement à la mise en couleur. Alors ils le font parce qu'ils travaillent tous sur l'ordinateur. Ils travaillent tous sur l'ordinateur et que pour eux, ça va être voilà, plus facile. Alors, hop. Sur le sauveur d'esprit, ça va être pareil. Je vais vous monter une planche ancrée.
Voilà. Donc en fait, ça va être cerné. Et donc James, lui, ne fait pas la couleur. Donc il va en effet cerner toutes les planches, il va les faire tout en noir et blanc. Et après, on va faire appel à un coloriste. Donc c'est un vrai métier qui existe dans la BD. Il y a des gens qui ne font que ça, qui font que la couleur. Alors souvent c'est des gens qui dessinent aussi, mais qui ne se sentent pas de faire complètement une BD tout seul, ou qui adorent juste faire la couleur. Donc on ne se rend pas compte, mais en fait c'est super important. Non, celui-là je vais pas l'enlever. En fait, la mise en couleur est super importante parce que comme vous avez des couleurs qui sont pas belles, ou qui sont fades, ou qui sont ternes, ou qui sont pas assez lumineuses, et ben en fait vous n'allez pas avoir envie de lire la suite. Donc les couleurs c'est super important, même si en fait ils sont super mal considérés les coloristes, c'est-à-dire que chez Dupuis par exemple, leur nom n'apparaît jamais sur la couverture. Il y a juste le nom de James et le mien, mais il n'y a pas le nom du coloriste. On le trouve juste sur la page titre. Donc les couleurs, c'est Cyril Vincent. C'est pareil, en général, ils ne sont pas intéressés au pourcent aux ventes, ils sont payés au forfait. Donc voilà. Alors qu'en fait, c'est vraiment super important la couleur. Donc une fois qu'on a fait la couleur, et bien après, ça y est, c'est fini. Faut imprimer. Ah ben oui. Donc en fait, une fois qu'on a, là c'est vraiment quand on a déjà l'éditeur et que l'éditeur a donc lu le projet, a beaucoup aimé, et c'est lui qui a décidé voilà, qu'on allait en faire une BD. Donc l'éditeur c'est vraiment voilà, le plus important. Sans éditeur en fait, il n'y a pas de BD ou il n'y a pas de livre en général. C'est lui qui va nous sortir. Donc lui, il va faire ce qu'on appelle la maquette. Donc il va mettre ensemble les planches et les textes. Et puis après, ça va partir chez l'imprimeur. Donc l'imprimeur, lui, il a des grosses machines et il va imprimer autant d'exemplaires que l'éditeur en a commandé. Vous pensez qu'un tirage d'une BD, c'est à peu près combien d'exemplaires? Le premier tirage. 20. Alors 20, ça ne va pas être suffisant. A priori, quand on lance un livre, on va à peu près qu'en mise en place, il y en a au moins un dans chaque librairie. Donc il y a quand même pas mal de librairies en France, donc il faut quand même en imprimer pas mal. Alors on va s'arrêter encore plus. Et surtout, ce qui va coûter cher, c'est de lancer les machines de ce qu'on appelle les presses de l'imprimeur. Une fois que les machines sont lancées, plus on va en faire et moins ça coûtera cher. Donc il faut trouver le bon compromis. 250. Alors non, on peut monter encore, hein. Alors même encore un petit peu. 3000. Alors on va être sur un tirage moyen en BD, on va être sur 5000 exemplaires. D'accord. Alors par exemple le dernier Astérix, d'entrée il sort en 150 000 exemplaires. On sait qu'il va être vendu. Bien, pas bien, on s'en moque, on sait que le dernier Astérix, tout le monde l'achètera, ou presque. Donc on lance les machines pour 150 000 exemplaires. Ce qui se passe pour la boîte à musique, donc je vous en parle parce que c'est le premier, les Zelda sont sortis en deuxième. Pour la boîte à musique, les éditions Dupuis en fait sont tellement emballées par le projet, ils y croient tellement. Donc en fait ce qu'il faut dire c'est quand on envoie le dossier, on a 5 éditeurs qui sont intéressés par la boîte à musique. Donc là, on se dit qu'on a une vraie idée, on a un vrai truc, on ne sait pas quoi, mais on tient quelque chose. Et donc, les éditions Dupuis, pour un premier tirage, nous font 20 000 exemplaires. Ce qui est énorme, sachant que personne n'attend la boîte à musique, personne ne connaît Carbone, personne ne connaît JG, on est d'illustres inconnus, qu'il y a plein de choses qui sortent toutes les semaines sur les étals des librairies.
Donc, c'est un risque, puisque l'éditeur, lui, il paye l'imprimeur. Il lui a commandé 20 000 exemplaires. C'est comme si vous alliez chez le boulanger, vous lui commandez 100 pains au chocolat. Vous n'êtes pas sûr de tous les manger. Et si c'était pour faire des sous à la sortie du collège, vous n'êtes pas sûr de tous les vendre. Mais il faut quand même les payer au boulanger. C'est ce qu'on fait nous, tous les matins. C'est ça, vous vendez des On gâteaux? achète entre 60 et 80. Ah ben, Voilà. je le savais. Hier, il nous en restait 40 qu'on n'a pas vendu. C'est ça. Et donc, ils sont perdus. Vous comptez manger, j'espère. Pas gâchés. Je sais pas ce qui s'est passé hier. Mais le boulanger, Il y a lui, une deuxième vente après-midi. il a été payé. Voilà. Et ben, c'est exactement le même principe. Donc là, l'imprimeur, c'est pareil. Lui, l'imprimeur, il lance les machines, il se moque de ce qu'il imprime. Si c'est un truc où il y a plein de fautes, il va l'imprimer avec plein de fautes. Oh, 10 minutes, d'accord. Donc là, voilà, il faut qu'il soit imprimé et qu'on soit bien vérifié, que tout soit bien, donc il y a un correcteur qui vérifie que voilà, il n'y a pas de souci. Et puis après, ben, du coup, les machines sont lancées. Donc l'éditeur va récupérer tous les exemplaires qui ont été imprimés, qui ont été façonnés. Et puis après, eh ben, il va les confier à ce qu'on appelle au diffuseur-distributeur, qui lui va récupérer quasiment tous les exemplaires, et ils vont être mis en librairie. Et après, eh ben, ça dépend du libraire. Si le libraire eh ben, il a décidé qu'il ne voulait pas mettre en avant la boîte à musique parce qu'il trouve que c'est bof, eh ben, ça peut rester dans le carton. Et puis des fois, il y a des libraires qui sont super et qui du coup vont mettre le livre en avant, qui vont dire ah ben, les ZA c'est super et donc on va le mettre en avant. Donc là, petite surprise, c'est le tome 2, donc il n'est pas sorti encore. On pourra acheter demain. Je ne sais pas si le libraire les a en Je ne sais pas si le libraire a pu l'avoir ou pas. Ça va être la surprise, je ne sais pas. Donc officiellement il sort le 17 janvier et donc on espère pour ce week-end que le libraire a pu l'avoir, ce qu'on appelle en avant-première. Mais je ne sais pas. Donc ça c'est la deuxième enquête. Comme il reste 10 minutes, on va passer à vos questions que vous avez préparées. Bon, je pense que j'ai dû quand même répondre à pas mal de trucs. Mais on va Mais les... allez-y. Allez, bombarder. Alors, Ryan, vous étiez le premier à vouloir poser une question, je crois. Allez, Ryan. Vous voyez pressé de poser sa question. Combien pouvez-vous gagner par livre? Alors ça dépend, c'est toujours pareil en fait. Moi je suis payée, j'ai ce qu'on appelle une avance. Pour une fois que l'éditeur a dit ok, on va le faire, en fait il va me donner une avance. Donc moi j'ai 100 € par planche, donc en gros j'ai 5 000 € d'avance par livre. Donc ça c'est de l'argent qu'on ne peut pas me reprendre. Puis le problème c'est que si j'ai 5 000 € et que je fais qu'un livre par an, 5 000 € je ne vis pas avec ça. Hein. Alors si j'en fais plein, je peux gagner de l'argent, mais si j'en ai qu'un, voilà. Sachant que c'est une avance, qu'après je suis payée sur les ventes. C'est-à-dire que si le livre marche bien, maintenant par exemple pour la boîte à musique, on est passé à 12%, j'ai 6%. En gros j'ai 70 centimes. À chaque fois que vous achetez une boîte à musique, c'est vendu 12,50, il y a 70 centimes brut pour moi. Il faut cotiser pour la retraite. C'est ça. Donc ça c'est brut. Voilà, c'est brut. Donc en gros je touche 50 centimes par livre. Pourtant il est vendu 12,50 €. Hein, et à la fabrication il doit coûter 1,50 €. Hein. Mais comme ça marche bien, que là sur le tome 1, 2, 3, on est sur un tirage de 230 000 exemplaires, je commence à toucher des sous. Voilà, ça commence à être sympathique. Et on ne les touche pas tout de suite. Alors non, je ne les touche pas tout de suite. Alors en BD c'est 2 fois l'an quand même. En jeunesse, c'est 1 fois l'an. En BD, c'est 2 fois l'an. Donc voilà, je vais avoir des sous en novembre et en mois de mai. Mais si ça a été vendu, si ça ne se vend pas, eh ben j'ai pas de sous. J'ai pas plus de sous que mon avance. Par contre, mon avance, on peut pas me le reprendre. Mais par contre, toutes les premières ventes qui vont être faites vont servir à compenser mon avance. C'est-à-dire que tant qu'en gros, on n'a pas vendu
entre 10 et 12 000 exemplaires, et ben je toucherai rien de plus. Donc si on vend, je vous ai dit, le premier tirage, il était à en gros 5 000 exemplaires, c'est-à-dire qu'il faut déjà une réimpression. Donc là, pour les indices anonymes, le premier tirage était de 11 000, donc ce qui est déjà aussi un bon tirage. Pour l'IA, on était à 16 000 exemplaires et on en a réimprimé à 16 000. Voilà. Donc normalement, au prochain semestre, je devrais toucher quelques sous de l'IA. Mais je ne sais pas du tout, c'est la grande inconnue. C'est la grande inconnue. Et si demain, eh ben, le tome 4, il est nul et que vous décidez de ne plus acheter la boîte à musique, eh ben, je ne toucherai plus rien. Voilà. Je suis pas fonctionnaire, je suis pas salarié, donc si ça marche, tant mieux. C'est vrai que le jackpot, comme ça peut être, et du coup, je peux manger des pâtes jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. Donc, je ne peux pas te dire combien je gagne, puisqu'en fait, je ne sais jamais combien je vais gagner. Oui? Combien vous pratiquez ce travail? Depuis combien de temps? Oui. C'est ça. Alors, en fait, la BD, ça fait vraiment 3 ans. Donc, après, moi, ma carrière en BD a été très vite. C'est-à-dire que le premier projet que j'ai envoyé, il a été pris tout de suite. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Il y a des gens qui mettent des années à avoir... Pourtant, ils ont des super projets, mais avant que ça aboutisse. Et en fait, après, voilà, les choses, moi, se sont accélérées. La boîte à musique, et après les éditions Dupuis m'ont pris les indices anonymes, ils m'ont pris dans les yeux de l'IA. Là, a priori, les sauveurs d'esprit, ça va se faire aussi chez Dupuis. Je suis sur 8 séries en même temps chez Dupuis. Voilà. Mais sinon, ça fait vraiment que 3 ans que je fais de la BD. Jolan, une question de tout à l'heure, J'ai trop parlé, je vous ai perdu. Ma tante, elle est coloriste. Ah, donc elle pourra t'en parler un peu. Elle fait coloriste pour la BD? Non, pour le film. D'accord. Donc à la base, Justine et Jérôme, en fait, ils font du Cara Design. Et en fait, ils travaillent dans un studio d'animation. Et donc ils ils font des dessins animés. Et c'est vrai que ça se sent dans les BD, ils sont vraiment dans le mouvement. Oui? Combien vous répartissez d'argent? Alors, j'ai moins d'avance que Jérôme, mais par contre, la répartition est la même. C'est-à-dire qu'après, c'est 50-50. Puisque sans mon histoire, il n'y a pas de BD non plus. Hein. Une BD, si elle est belle, mais que le scénario est pourri, vous n'achèterez pas la suite. Par contre, si le dessin, vous avez un peu de mal à rentrer dedans, mais que le scénar, il est top, là, vous achèterez sûrement la suite. Donc, en fait, on est en BD, on est, nous, sur une répartition 50-50. On touche pareil. Au final, on touche pareil. Alors, c'est difficile. Pour moi, en fait, c'est une évidence. Mais c'est un peu comme voilà, le sculpteur ou le musicien ou le peintre. C'est quelque chose qu'on aime et pour moi, c'est facile. Et c'est plus facile pour moi de faire un scénario que d'écrire un roman. Je me sens plus à l'aise de faire un scénario de BD. Après, on peut pas dire c'est facile ou c'est difficile. Pour moi, ça me semble facile. Et comme tu me mets devant un piano, ça me semble super compliqué. Pour moi, c'est une mission impossible. Voilà. Et si tu es musicienne, ben non, pourquoi c'est facile? Oui? Qu'en pensez-vous si vous deviez vous retrouver sur une île déserte? Oh, bonne question. Qu'est-ce que j'en aimerais? Alors, c'est compliqué. Ouais, c'est pas mal, ça, pour essayer de ne pas mourir. Mais après, j'en sais rien. Je pense que je prendrais un recueil des Agatha Christie. Voilà. J'adore les romans policiers d'Agatha Christie, et donc je prendrais un gros pavé d'Agatha Christie. Oui. Est-ce que vous avez déjà été dans des gros musées comme à Paris? C'est ça, sur Angoulême. Angoulême, donc en fait, la BD, la boîte à musique sort en janvier 2018
pour le salon d'Angoulême. Donc il est mis en avant-première pour le salon d'Angoulême. Et l'année dernière, puisque on est en 2020, donc l'année dernière, en fait, on y était pour recevoir le prix. J'ai reconnu le chat de l'Angoulême. Et donc le prix, c'est vraiment un chat. Enfin, c'est pas un vrai chat, hein, mais c'est une statuette qui ressemble à un chat, qui est jaune. Voilà. Donc, oui, on a fait des gros salons, on a eu beaucoup de prix. Sur les ZEDA, on a eu plusieurs prix aussi, sur l'IA aussi. Et après, le plus gros salon, oui, c'est celui de Pour la BD, ça en C'est Ah, vous devez la main. Participez-vous à 2 projets? De quel projet êtes-vous la alors oui, j'ai plein de projets, parce qu'en ce moment, du coup, je suis sur 12 séries en même temps. Plus j'ai des projets, de ce qu'on appelle romans graphiques, donc c'est des BD, mais un format un petit peu différent pour adultes, de choses pour adultes, mais qui sortiront. Alors, le problème de la BD, c'est qu'en fait c'est long pour dessiner. Donc moi j'ai des choses qui sortiront qu'en 2021, voire 2022. Mais des choses que j'ai déjà signées et qui, voilà, que vous pourrez lire que vraiment en 2000, dans un an, voire dans 2 ans. Puisqu'entre chaque BD, c'est pas qu'on veut vous embêter, hein. On sait que vous êtes pressés, mais on sait que, en fait, voilà, il se passe en gros 1 an entre le tome 1 et le tome 2, parce que le dessinateur, il peut pas aller beaucoup plus vite que ça. Est-ce que vous avez une collaboration avec des dessinateurs par rapport au scénario? Est-ce qu'ils interviennent dans le déroulement de l'histoire? Ça peut. Après, moi, je suis vraiment à l'écoute. Hein. Je suis à l'écoute de ce qu'ils me proposent et de ce qu'ils disent. Comme moi, ce que je leur propose dans mon découpage, c'est une proposition. C'est-à-dire que si lui, il voit plutôt une grande case, alors que moi, j'avais prévu 2 petites cases, c'est lui le dessinateur, c'est lui l'artiste. Il a le droit, si c'est pour que ça serve mieux la BD, il n'y a aucun souci. Hein. Oui. Alors moi, ça va assez vite. En général, je mets 15 jours, 3 semaines. Parce qu'en fait, c'est déjà clair dans ma tête, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que c'est en fait, comme moi je me mets à l'ordinateur, en fait, mon truc, il est déjà clair. Donc en fait, j'ai plus qu'à mettre au propre ce que j'ai dans ma tête. Oui. Est-ce que moi, il y aura Les chasseurs d'esprit. Les chasseurs d'esprit? Je sais pas du tout. Moi, je connais juste Léa Mazé, mais je sais qu'elle vient pas. Et après, je connais pas les autres. Quand tu parlais de la bande dessinée que vous avez montré tout à l'heure, les chasseurs d'esprit. Ah, les chasseurs d'esprit, alors non, parce qu'il n'est pas signé encore celui-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un dossier, c'est ce qu'on envoie aux éditeurs. Donc, et ça, a priori, ça va se signer, donc ça sortira sûrement en 2021. Vous êtes au courant de choses donc que le grand public ne sait pas. Ah oui, oui, là vous C'est de avez... l'exclusivité. Là vous avez du scoop, puisque j'ai eu un mail, et oui, c'est validé. Donc demain, j'espère qu'il y aura, si vous pouvez avoir le tome 2, ce serait bien. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En tous les cas, j'espère que vous êtes régalés à lire les ZEDA. Oui. Vous avez bientôt prévu de la 4 de la boîte à musique? Alors le dessinateur est sur le tome 4 et moi je viens de finir le synopsis du tome 5. J'attends qu'il soit validé. merci beaucoup pour avoir guidé. Attendez, on n'a pas dit. Et donc demain, le résultat du concours. C'est ça, si vous avez d'autres questions, si c'est comment. Les amatrices. Alors par contre, La caméra là. Elle est complètement malade. Ah, la caméra. Monsieur, on peut y aller. Monsieur, on peut y aller. Voilà. Monsieur, on peut y aller. Au revoir. Il est où? Mariana, c'est pareil. De Mariana, elle a des prochaines. Ah, mais je prends. Tu viens demain? C'est sûr? Non, mais attends, qu'on peut faire. Ça fait mal. Elle vient de
Là, je lui donne. Après, je Comme tu veux. Par contre, il faut le prénom. C'est pour vous ou pour votre maman? J'ai pas pendant 2 heures, j'ai pendant 1 heure de classe. A-U-D-R. Vaut mieux que tu le ramènes demain et que je Et on les casse avec avec maman. D'accord, tu sais ce qu'il m'a dit. Hein, on fait comme ça, on n'a pas de soucis, je te dédicace. Sinon, je prenais les bouquins et j'allais au Moi, je suis pas de Ça s'écrit comment? C'est Audrey, hein. A-U-D-R. Elle est inscrite à la bibliothèque. Il a gagné. C'est marrant, c'est un autre nom. Merci pour votre intervention. Les élèves, Oui, il y a accessible et intéressant. Ça sera qu'avec moi. Si vous ne voyez pas arriver tout de suite, c'est normal, le temps que je vous mette tout en place. D'accord? Donc si les autres s'inquiètent, je leur dis.